bonjour à ceux qui sont connectés, bonjour à ceux qui seront présents et vont nous rejoindre. On accueille aujourd'hui Benjamin Moron-Puech et Marion Poller. Est-ce qu'on prononce comme ça? Il n'y a pas de règle. J'espère que je ne vais pas prononcer trop mal dans ce cas-là. Qui vont nous présenter un papier sur un sujet qui est assez mal connu en réalité sur les contentieux stratégiques et ce qui vous a intéressé, les contentieux stratégiques démocratiques, non pas les contentieux démocratiques stratégiques. Il y a eu des discussions autour de cette question-là, avec un papier que vous avez écrit à 16 mains, là pour le coup, avec quatre personnes, paru dans la revue Redescription, qui est une revue que je ne connaissais pas du tout, avant de voir passer votre article. Donc peut-être que vous pourrez nous dire un mot sur la revue aussi, ça peut être intéressant. On s'intéresse un petit peu à ce qui est publié en dehors de notre discipline. Et voilà, peut-être que ce serait intéressant de situer vos parcours respectifs, parce que je crois comprendre que Marion, vous êtes philosophe plutôt de formation, Tout à fait. Benjamin, juriste de la maison, donc on connaît un petit peu plus votre parcours, et voilà, savoir comment cette rencontre s'est réalisée. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation, merci pour l'invitation. La revue Redescription, justement, est pluridisciplinaire et c'est assez révélateur, en fait, de ce projet, puisque moi, en tant que philosophe, j'ai rejoint, on peut dire, une équipe de juristes, déjà avec plusieurs spécialités représentées, puisque voilà, il y a Jimmy Kolb-André et Julien Béadlon qui sont pas là aujourd'hui, mais qui représentaient respectivement voilà, une spécialisation sur la question du lobbying et puis en droit constitutionnel. Et en fait, vous le verrez assez vite, il y a des questions vraiment d'ordre politique et puis vraiment normatives dans un sens philosophique, donc on pourra se mettre d'accord aussi là-dessus, que le contentieux stratégique, et en particulier le contentieux stratégique démocratique, soulevé. Donc en fait, voilà, c'est ce qui a fait qu'en tant que philosophe, j'ai rejoint le projet. Et moi, de mon côté, je pense aussi que vous le verrez un peu, parce que c'est moi qui vais commencer à prendre la parole avant de la céder à Benjamin, et je vais parler notamment de questions de démocratie, et c'est aussi une façon de refléter mon parcours, parce qu'en fait, j'ai fait ma thèse sur la philosophie politique de Platon, voilà, depuis la fin de ma thèse, déjà un peu en amont, je m'intéresse aussi à la philosophie politique contemporaine, je publie un peu des deux côtés, ou sur des questions qui sont justement au croisement, et puis aussi au sein de pas mal de collaborations pluridisciplinaires. Et donc, c'est ce qui fait que j'apporte aussi un regard un peu différent décalé sur cette question. Et de mon côté, je suis aussi très heureux d'être là. On a déjà eu plusieurs discussions au CERCRID. En 2022, j'étais intervenu dans le séminaire général pour présenter un peu cette recherche qui démarrait sur le contentieux stratégique. Et entre-temps, j'ai fait cette belle rencontre avec Marion et on a pu continuer à croiser les regards. Et effectivement, c'est l'un des avantages des études sur le genre au départ, et je pense bientôt des études sur les contentieux stratégiques, que de faciliter l'interdisciplinarité. Donc c'est vrai que on a travaillé avec cette revue scandinave à l'occasion d'un colloque qui s'était tenu à Paris 8 autour des questions LGBT en général en Europe. Et ça a été l'occasion de voir aussi d'autres processus éditoriaux. J'ai trouvé leur manière de faire extrêmement rigoureuse, solide, avec un peer review en double aveugle. Donc c'était vraiment intéressant ce processus-là de construction de l'article. Donc aujourd'hui, effectivement, on va pas résumer l'article, mais comme on n'est pas toutes et tous là, il nous manque un peu le science politicien qui est Julien Béadlon, qui fait du droit constitutionnel et de la science politique, et plutôt le sociologue du droit qui est Jimmy Kolb-André. Donc on insistera davantage sur des aspects plutôt philosophiques ou droit positif ou prospectif. Voilà, sans plus attendre, Marion, si tu veux faire un intro. Tout à fait. Et donc, évidemment, je compte sur la présence nombreuse de juristes pour aussi rebondir sur des choses. Il y a évidemment sur les cas juridiques des choses que je connais moins bien, et moi je vais plutôt insister sur des questions d'ordre politique. Le 4 septembre 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a une nouvelle fois désavoué la France en matière de viol, en considérant qu'elle a manqué tant à ses obligations substantielles relatives au cadre juridique de l'infraction de viol qu'à ses obligations processuelles. Il s'agit d'une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme
par EA et l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, contre l'État français. La requérante avait dénoncé des violences sexuelles avec des éléments de violence physique et psychologique dans le cadre d'une relation professionnelle, qualifiée par les juridictions internes comme consensuelle en raison d'une relation sadomasochiste présumée. Or, il a été établi, en violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire traitement inhumain ou dégradant, puis droit au respect de la vie privée, que donc la CEDH a critiqué les lacunes du cadre juridique français, donc c'est ça qui m'intéresse, et en matière de consentement et d'appréciation de la preuve, ainsi que pour ce qui est du traitement judiciaire de la victime. La CEDH a réaffirmé que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, et c'est ce qui mettait en cause l'approche restrictive française qui prévalait jusqu'alors. La portée stratégique de ce contentieux est visible en ce qu'il oblige l'État à réformer sa législation pénale sur les violences sexuelles. Et il constitue un exemple parlant de contentieux stratégique fondé sur l'inadéquation des normes internes avec les standards internationaux. La CEDH est donc, dans ce cadre-là, une juridiction internationale de contrôle subsidiaire chargée de vérifier que les États respectent les droits garantis par la Convention après épuisement des voies de recours interne. Ce rôle subsidiaire nous a intéressés comme outil par rapport à la crise démocratique. Et beaucoup plus largement, on s'est posé la question de ce que pouvait être la fonction du juge par rapport, disons, au fonctionnement normal du législatif notamment. C'est-à-dire que ici, on pourrait inscrire notre approche dans une perspective récente en philosophie du droit notamment, incarnée par exemple par Jean-François Kervégan, qui très récemment, dans Puissance des droits, a rouvert le débat entre juste naturalisme et positivisme juridique pour défendre que les droits constituent des faits normatifs effectifs, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent à des rapports de pouvoir auxquels ils s'articulent et qui se montrent proprement efficaces. J'ouvre une porte sans plus développer, mais plus concrètement, notre projet ne s'est pas limité à la CEDH, mais le droit interne français lui-même pourrait, dans l'absolu, représenter une ressource alternative dans un contexte où le scrutin majoritaire et où le fonctionnement institutionnel n'assure pas toujours une égalité des droits effective. C'est donc la notion de contentieux stratégique qui nous a intéressés, et pas seulement dans le cas de la France. Et puis, on a essayé de resserrer notre étude autour d'une définition d'un contentieux stratégique démocratique. Dans cette perspective, le but a été d'établir à quelles conditions la délibération du juge qui s'est exercée, par exemple dans l'arrêt que j'ai détaillé, représente une source de légitimité et puis une ressource normative. Ici, par exemple, donc l'injonction à réformer la législation, c'est-à-dire qu'elle est source de droit et fondement normatif, mais également outil politique, à proprement parler. Donc notre article partait d'une tension contemporaine finalement assez classique, à savoir l'observation selon laquelle les litiges devant les cours suprêmes jouent un rôle croissant de régulation sociale et politique. Depuis certaines décisions marquantes, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple Dobbs aux États-Unis en 2018 sur le droit à l'avortement, ou Semenya sur l'hyperandrogénie dans le sport en Europe, on peut dire que la justice intervient sur des sujets sensibles, y compris les droits des minorités, et ce, en deux directions apparemment opposées, si vous pensez à mes deux exemples. Ce constat pose une question centrale. Le recours à des actions judiciaires stratégiques est-il compatible avec des principes démocratiques? Et en réalité, notre étude ne s'est pas limitée à une question donc, de compatibilité a posteriori, comme je viens de la formuler, mais à se demander surtout si le contentieux stratégique peut servir véritablement de levier démocratique. Donc ça pose une question beaucoup plus large qui est en fait celle de savoir si la démocratie représentative suffit à protéger les droits des minorités. Donc là, je vais prendre le temps un petit peu de dégager tout ça. Vous verrez qu'on esquisse des perspectives plus larges que celles du droit. On pourra y revenir par les questions. Et puis ensuite, Benjamin en fait, reviendra vraiment sur les dispositions concrètes en termes de droit. Donc, quand je demande si la démocratie représentative suffit à protéger les droits des minorités, je fais en fait le constat de plusieurs défauts de la démocratie majoritaire et représentative. On peut dire que les institutions représentatives peinent à répondre aux besoins des groupes marginalisés.
Plus largement, on pourrait même parler de crise de la représentation, crise qui n'est pas seulement conjoncturelle, mais qui en fait procède d'une domination persistante de certaines élites à travers l'histoire, élites économiques et sociales notamment. Ici, on peut s'appuyer sur le travail d'Iris Young, qui, dans Inclusion and Democracy, a montré qu'il existe des mécanismes d'exclusion externes et internes. Externes dans le cas de barrières structurelles, qui limitent la participation politique, notamment des plus pauvres, mais en fait, ça pourrait être étendu à différents groupes majoritaires. Et puis, des obstacles vraiment d'ordre interne, c'est-à-dire la disqualification de certains discours qui seraient jugés illégitimes. On peut penser à la mobilisation d'un registre émotionnel ou de registres langagiers alternatifs, qui font que, en réalité, pour porter des revendications, on doit s'adapter à un certain cadre contraint. Et puis, on peut dire que le système représentatif et électif donne lieu, bien souvent, à un échec électoral, pour ainsi dire, structurel de tous les groupes minoritaires. Et c'est-à-dire que même dans le cas où les groupes minoritaires pourraient bénéficier d'un soutien majoritaire, en réalité, ces revendications peuvent faire l'objet d'une capture culturelle par des intérêts antagonistes. Les représentants politiques sont par ailleurs donc élus, sont par ailleurs bien souvent réticentes à adopter des changements substantiels, et notamment en fonction de ce qu'ils perçoivent comme un coût politique trop important, trop risqué, qui menacerait par exemple leur réélection dans un contexte partisan. C'est ce qui fait que la démocratie, définie comme le gouvernement du plus grand nombre, supposément, opère souvent, en réalité, dans les limites de normes sociales dominantes et reproduisent ou perpétuent en fait certaines logiques discriminatoires. On pourrait en réalité, sur le sujet, remonter à Platon, je ne vais pas vous déplier toute la critique platonicienne, mais on peut voir qu'en réalité, toute sa philosophie politique procède en quelque sorte de la mise à mort de Socrate, comme victime, si vous voulez, du vote démocratique. Je ne veux pas pousser le parallèle trop loin, puisqu'il s'agissait, dans le cas de la démocratie athénienne, d'un tribunal populaire, justement, donc finalement à mi-chemin de certains mécanismes qui pourraient nous faire aussi bien penser à un parlement qu'au prétoire. Mais plus largement, on peut, avec le recul que nous donne cette antiquité grecque, relever que les critiques des décisions démocratiques sont sans doute aussi vieilles que la démocratie elle-même. Et puis surtout, dans la critique platonicienne, ce qui est vu comme central, c'est tous les mécanismes d'agrégation d'une opinion dominante. Et notamment le rôle, finalement, de façon un petit peu anachronique, je pourrais dire, du débat public, dans le sens où Platon porte sa critique contre aussi bien les théâtres, les forums publics, que vraiment les assemblées à proprement parler. Cette critique-là, elle peut faire écho de façon beaucoup plus contemporaine aux analyses, par exemple, de Nadia Urbinati, qui, dans Democracy Disfigured, a défini la démocratie comme un système diarchique, c'est-à-dire gouverné aussi bien par le principe du vote, mais aussi par le principe de la formation libre de l'opinion, et donc l'importance, et elle a souligné donc l'importance fondamentale de l'opinion et du forum public. C'est-à-dire que la médiation des représentants et des représentantes devrait s'accompagner du pluralisme, du débat public, de la circulation conflictuelle des idées. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que, aussi bien en mauvaise part, pour ce qui est de la critique platonicienne, qu'en bonne part, dans l'optique un peu prescriptive, qui est celle d'Urbinati, on voit qu'il y a une articulation à penser à l'espace public et au débat médiatique, et c'est notamment ce que permet le contentieux stratégique. Justement, dans son fonctionnement même, a vocation aussi à s'articuler à une forme de publicité du débat, et qui est aussi un des éléments qu'on a essayé d'étudier dans cet article. Donc, ce que j'ai dessiné à grands traits, c'est ce qu'on pourrait appeler une capture de la démocratie, c'est-à-dire ce processus par lequel des acteurs particuliers, économiques, politiques, idéologiques ou institutionnels, parviennent à orienter durablement les décisions publiques dans leur intérêt. Et ce, au détriment de l'intérêt général non seulement, mais plus encore, de manière encore amplifiée, sans doute, pour les groupes minoritaires qui ne disposent pas des leviers nécessaires pour influer sur les décisions collectives. Ce phénomène ne suppose pas la disparition formelle des institutions démocratiques, mais il s'agit bien plutôt d'une déformation interne, c'est-à-dire que les règles existent toujours, mais leur fonctionnement est biaisé. Et ça, c'est une façon de faire écho à une littérature récente sur le sujet, je pense notamment à Undoing the Demos de Wendy Brown, ou à How Democracies Die de Levitsky et Ziblatt.
Dans ce contexte-là, dès les années 90, on a pu essayer de mettre en place des dispositifs, notamment qui promouvaient une plus grande participation citoyenne à ces débats. C'est notamment, en fait, le tournant qui a pu se faire jour donc dès ce moment-là, qui voit dans une décision légitime non pas tant la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous. C'est, si vous voulez, le tournant délibératif que toute la tradition de réflexion sur la démocratie a pu prendre en philosophie politique aussi bien qu'en théorie politique. Parmi les divers expédients qui ont pu être formulés à ce moment-là, on peut penser en particulier à la démocratie participative. Donc, dans l'article, on s'était notamment intéressé à la Convention d'Aarhus en 1998, qui porte sur la démocratie environnementale. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est notamment parce qu'il existait une littérature assez abondante sur cette convention-là. De façon plus générale, on peut dire que ces mécanismes participatifs ont pour but de réintroduire l'espace public dans le processus délibératif et de prendre en compte des revendications qui ne trouvent pas d'écho dans les cercles décisionnels traditionnels, disons. Bon, assez vite, ce qu'on peut observer, c'est néanmoins les limites en fait, de ces innovations démocratiques, et c'est en réponse à ces limitations qu'on a proposé une réflexion plutôt sur le contentieux stratégique. Pour aller très vite, on pourrait dire que ces dispositifs n'ont généralement que peu de pouvoir réel, que c'est les autorités publiques en place qui ont souvent un contrôle des conditions dans lesquelles la participation est organisée, aussi bien pour ce qui est de l'ordre du jour que du calendrier, la forme des espaces de participation, etc. Et puis, ces dispositifs servent bien souvent, au contraire, d'instruments de légitimation pour les détenteurs du pouvoir. C'est notamment ce que révèle leur mobilisation souvent plus intensive de la part de l'action administrative, justement, en manque de légitimité. Et donc moins par volonté de transformer les politiques publiques que par un besoin de légitimation des autorités publiques elles-mêmes. Marion, si je puis juste donner un bon exemple, et tu prends un temps encore facilement 10 minutes si tu veux. Vous avez sans doute vu tout le mouvement autour de la Convention citoyenne pour le climat, ces personnes qui attendent toujours qu'on intègre leurs recommandations. Quelques années après, dans un autre champ que le champ environnemental, en matière de violences sexuelles, la Civise a formulé toute une série de recommandations. Là encore, les gens qui ont participé à ces travaux attendent leur implémentation. Et puis encore plus récemment, la Convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Donc voilà, tout ça sont des exemples de dispositifs participatifs qui se sont beaucoup développés sous les précédents mandats présidentiels. C'est assurément des innovations, mais en même temps, on voit qu'ils génèrent beaucoup de frustration pour tous les gens qui y ont participé. Tout à fait. Merci de me compléter. Et puis par ailleurs, pour ce qui est de notre sujet plus particulièrement, donc des minorités sexuelles, de genre et sexuées, c'est aussi la catégorisation en fait des groupes concernés dans le cas de lutte par exemple contre des logiques discriminatoires qui dépend à nouveau des autorités décisionnaires en réalité. Par ailleurs, bon, de façon assez empirique, on peut dire que ces innovations démocratiques, elles ont créé un marché de la participation qui en réalité est bien souvent dominé par des consultants privés et que par ailleurs, le sujet porte très marginalement sur de réelles perspectives pour contester les facteurs même en fait qui causent la minorisation d'un groupe. Donc voilà, j'ai un petit peu installé le contexte problématique, si vous voulez, les perspectives assez larges qui nous intéressaient en posant la question précise du contentieux stratégique. Je voudrais maintenant très très rapidement expliquer la distinction en fait entre contentieux stratégique et contentieux stratégique démocratique, et puis je passerai la parole à Benjamin. Donc bon, on pourrait remonter, comme on l'avait fait dans l'article, à l'histoire et à l'émergence même du contentieux stratégique. On avait parlé très rapidement, je vais me contenter en fait de parler du droit de remontrance des parlements sous l'Ancien Régime, parce que justement, par contraste, ils peuvent souligner en fait les qualités du contentieux stratégique de façon contemporaine, et ce qui a fait aussi qu'on s'est dit qu'il y avait ici peut-être un levier démocratique à identifier. En effet, le droit de remontrance des parlements permettait de contester une ordonnance royale. Mais il restait non seulement il restait limité, mais en plus il a été éclipsé pendant le règne de Louis XIV, donc c'est assez révélateur. Le roi pouvait par ailleurs le contourner, c'est-à-dire imposer l'enregistrement par l'évolution, par les de justice.
L'initiative appartenait au seul magistrat et puis la contestation n'était pas renouvelable. Aujourd'hui, au contraire, le contentieux stratégique contemporain est ouvert aux justiciables, il peut être réitéré, et puis il vise explicitement à une transformation sociale. Donc ça, c'est ce qui fait la différence, notamment avec le judicial review, qui peut exister sans intention stratégique de transformation sociale. Le contentieux stratégique vise à produire un impact social plus large que le simple cas individuel. Il ne se limite pas à viser à l'application d'une norme, mais cherche à modifier les cadres juridiques et l'agenda politique. C'est ce qui fait qu'il se rapproche de pratiques comme le public interest litigation, mais qui sont distinctes par son objectif explicite de transformation démocratique. Alors, je vais finir simplement sur un dernier point qui est celui de la question des liens entre débat démocratique et légitimité judiciaire. En effet, certains craignent un gouvernement des juges. C'est une formule qui date déjà de 1921. C'était Lambert qui critiquait alors la Cour suprême des États-Unis, accusée d'invalider des lois sociales au nom de la Constitution. On se situe dans la période dite du Lochner Era, qui montre bien, qui met bien en évidence la nécessité de distinguer entre un contentieux stratégique tout court et un contentieux stratégique démocratique. Si je passe très rapidement en revue ce qui nous a intéressés, si vous voulez, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la voie du contentieux n'est pas incompatible avec la tenue d'un débat démocratique. Le prétoire peut même se révéler particulièrement propice à l'échange public d'opinions, d'informations et d'arguments. Si je vais rapidement, on peut dire d'abord qu'une logique qualitative prévaut dans le prétoire, contrairement à la logique quantitative qui tente à structurer le processus parlementaire. C'est-à-dire que les normes créées par les juges dans le contexte du contentieux stratégique sont souvent le fruit d'une délibération collégiale, rationnelle. C'est en particulier le cas, a priori, pour les cours européennes, la CEDH et la CJUE. Et c'est une appréciation méthodique des faits qui est censée prévaloir, contrairement au débat parlementaire. Je n'entre pas plus dans le détail. Par ailleurs, on pourrait même argumenter en faveur d'une démarche dialectique qui caractériserait ce processus-là. Les parlementaires de la majorité ne sont pas tenus de prendre au sérieux les arguments de l'opposition, bien souvent, au vu de la structuration du débat parlementaire. On peut penser aussi au phénomène d'obstruction et de censure, du calendrier parlementaire en général, qui, justement, semble contraster avec le respect des règles procédurales dans le cadre du procès stratégique. Il s'agit de clôturer l'instruction une fois réunies toutes les informations nécessaires au débat. Et puis, enfin, les règles procédurales encadrent la saisine juridictionnelle. Et c'est ce qui devrait garantir, au moins en droit, aux groupes minoritaires l'initiative du recours, et puis le cadrage même du débat à partir de leurs propres revendications, contrairement à ce que j'avais souligné d'abord sur la démocratie représentative. Je laisse la question, le soin de répondre aux questions soulevées à Benjamin. Alors, en effet, une fois qu'on a pris conscience que nous avons une ou plusieurs crises de la démocratie, que les outils qui sont développés ne sont pas suffisants, il faut arriver et proposer quelque chose d'opérationnel. Donc, nous, on ne dit pas que le contentieux stratégique est la solution qui va tout changer. On dit que ça fait partie de la boîte à outils des objets, parmi lesquels il faudrait sans doute faire figurer un renforcement du droit à la résistance à l'oppression, un renforcement du droit des personnes lanceuses d'alerte, toute une série de mécanismes, et on voit que l'Union européenne prend ça assez au sérieux par différentes directives qui ont été produites récemment. Je pense à la directive sur les personnes lanceuses d'alerte, à la directive sur les strategic lawsuits against public participation, qu'on appelle en français les procédures Bayon, pour faire taire universitaires, journalistes et voix discordantes. Donc, une fois qu'on est d'accord sur le fait qu'il nous faut plus d'outils pour défendre la démocratie, il faut forger ces outils-là. Et c'est vrai que quand on a commencé les discussions, et on en a parlé autour de café ou de dîner avec Greg, la question est de savoir, mais comment on fait pour identifier ces contentieux spécifiquement, ceux qui vont avoir besoin d'une protection renforcée, d'un regard
presque de faveur du juge, et qui permettra au juge de déployer des pouvoirs plus importants pour, en quelque sorte, rééquilibrer le rapport de force et permettre à ce groupe minoritaire d'avoir un espace démocratique dans lequel ses intérêts vont pouvoir être défendus de manière rationnelle, à l'issue d'un débat. Il s'agit évidemment pas de dire bon bah eux c'est le groupe des gentils, donc eux on leur donne des règles procédurales favorables, et puis eux c'est le groupe des méchants, donc ils vont pas en bénéficier. Ça n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc il faut trouver des critères objectifs. Et pour vous faire prendre conscience de la difficulté, je voudrais vous donner quelques exemples de contentieux qui ont concerné les droits des LGBT, ou que moi ou on préfère appeler les minorités sexuées et genres. Que ce soit aux États-Unis ou en France, des associations se sont spécialisées dans la défense des intérêts des personnes religieuses qui sont hostiles au progrès des droits des LGBT. Et elles ont monté des cas, monté au sens où elles ont essayé d'arriver à la juridiction suprême, aux États-Unis, la Cour suprême, en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme. Elles ont essayé de monter des cas pour protéger les droits d'un groupe qui est présenté comme minoritaire, les minorités religieuses, et groupes qui refuseraient ou qui ne pourraient pas accepter par rapport à ses propres normes religieuses le développement des droits des personnes trans. Et en France, c'est par exemple l'association Juristes pour l'enfance, dans laquelle sont impliqués également des universitaires qui participent aux mêmes disciplines que moi, on se voit dans les colloques, et qui portent aussi des contentieux stratégiques. Et par exemple, l'association Juristes pour l'enfance a essayé de faire annuler l'une des circulaires qu'avait produite Jean-Michel Blanquer quand il était ministre de l'Éducation, une circulaire qui demandait aux établissements de respecter le prénom d'usage des enfants, par exemple. Et donc, ils ont développé toute une série d'argumentaires en disant la loi de Fructidor II qui interdit de porter un autre prénom est violé, le pouvoir des parents qui ne sont pas nécessairement consultés sur le choix du prénom d'usage est violé. Et donc, tous ces recours sont allés, alors non pas jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, mais jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État les a rejetés. Et la motivation du Conseil d'État était, à mon avis, indigente. C'est le même type de motivation indigente que j'ai constaté dans les propres contentieux que moi j'ai amenés, mais pour des causes opposées. Que ce soit les contentieux qu'on a amenés pour les personnes intersexuées qui se plaignaient des mutilations génitales qu'elles subissaient, que ce soit les contentieux qu'on a amenés toujours dans le Conseil d'État à propos du langage inclusif que différents ministres avaient tenté d'interdire. À chaque fois, j'ai constaté que les problèmes auxquels j'étais confronté en recevant les décisions étaient les mêmes que ceux de mes collègues. C'est-à-dire une motivation très faible, les bons arguments qu'on avait n'y étaient pas répondus, et plusieurs fois je me suis dit, Juristes pour l'enfance aurait dû gagner. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec leur combat, et je pense qu'il y a une faille et que le gouvernement aurait dû essayer de combler cette faille, mais ils ont perdu. Et nous aussi, d'une certaine manière, on aurait dû gagner et on a perdu. Et donc là, mon souci était, mais comment je fais pour m'assurer que les gens qui vont avoir le droit à des pouvoirs plus étendus du juge, à des règles de faveur, le méritent vraiment. Et Bruno Perrault, qui est, à mon avis, le philosophe de la justice dont on a besoin pour penser les minorités, dans son ouvrage « Sphère d'injustice », pour un universalisme minoritaire, explique bien cette stratégie de certains groupes de se faire passer comme des minorités, comme des groupes opprimés, pour pouvoir ensuite faire avancer leur cause devant les contentieux stratégiques. Il parle, Bruno Perrault, de contre-minorité. Il explique, attention, ces groupes ne peuvent pas être qualifiés de minorité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une minorité ? Bruno Perrault nous dit qu'il y a une logique quantitative qui est fréquente, qu'on trouve dans certains documents des Nations Unies, mais non, c'est pas ça. Une minorité, c'est avant tout un rapport de pouvoir, un critère qualitatif. C'est un groupe qui n'est pas en mesure de peser, un groupe qui n'est pas en mesure de faire valoir ses intérêts. Aux États-Unis, on a développé dans certaines législations sur le quota le concept de groupe sous-représenté, underrepresented group. Il y a quelque chose d'intéressant avec cette idée-là qui permet de mieux prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'une minorité. C'est un groupe qui n'arrive pas à peser, qui n'arrive pas à faire entendre sa voix. Parfois, ce groupe, il peut être en effet majoritaire, au sens quantitatif. Il
je pense qu'il y a une majorité de personnes en France qui ont envie qu'on fasse plus pour l'environnement. Il y a une majorité de personnes en France peut-être qui ont envie qu'il y ait peut-être moins de surveillance généralisée, plus de liberté. Et pourtant, ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix. C'est ce que Marion évoquait tout à l'heure sur la capture de la démocratie. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer en droit de traduire cela? Alors, quand on regarde un petit peu dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on trouve, peut-être qu'il y en a d'autres, mais au moins 7 opinions dissidentes de la juge tchèque Šimáková dans l'affaire Y contre France, qui est une affaire que j'ai aidé à amener devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit de savoir si on peut inscrire à l'état civil une mention d'un sexe neutre. Et la juge Šimáková explique qu'elle n'est pas d'accord avec ses collègues de la majorité qui ont décidé d'accorder une large marge d'appréciation à la France, c'est-à-dire lui donner un pouvoir décisionnel plus grand sur ce sujet compliqué. Au motif justement que ce sujet poserait des questions morales, éthiques délicates, que ce serait une nouvelle question et que la Cour n'aurait pas à dicter aux États membres leur conduite, principe de subsidiarité. Et la juge Šimáková dit, mais quand même, l'argument tiré du droit de réserve d'une Cour internationale, qui reflète les moyens de droit internes, certes, il est très puissant. Mais, ajoute-t-elle, la Cour devrait prendre en compte le fait que la problématique qui est soulevée est rare. Les personnes intersexes représentent 0,01% de la population, selon les estimations les plus faibles. Donc, un problème rare, dit-elle, et elle poursuit en soulignant qu'il ne concerne pas un groupe de personnes d'une importance telle qu'elle aurait une pertinence politique. Une pertinence politique, c'est-à-dire que le personnel politique, se soucierait. Et c'est un peu ce qu'évoquait Marion tout à l'heure, en indiquant que le personnel politique qui déciderait de se saisir de cette cause-là, ça lui coûterait beaucoup. Il récupérait plus de sympathie, plus de votes, en s'occupant d'une autre cause, sans doute tout aussi légitime. Donc, compte tenu de cette situation-là, elle dit, ben non, il faut être plus exigeant vis-à-vis de la France, et on ne peut pas se contenter d'une marge d'appréciation qui soit si large que ça. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse qui permet peut-être d'identifier les cas dans lesquels le juge pourrait vraiment intervenir, faire plus que d'habitude. Est-ce que je suis en présence d'un groupe qui a une pertinence politique? Est-ce qu'il y a dans le monde politique et le monde institutionnel des institutions qui défendent les droits des personnes intersexes, qui portent leur voix? Est-ce qu'il y a des rapports qui ont été produits? Est-ce qu'il y a des groupes organisés, structurés, financés? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a rien? Un deuxième élément, et cette fois qu'on trouve dans l'opinion majoritaire, dans l'arrêt Y contre France, et qui est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'autres arrêts, c'est est-ce que c'est la première fois que ce problème arrive devant ma cour? Je suis juge, est-ce que c'est la première fois ou est-ce qu'au contraire, c'est un problème récurrent et justement parce que les États ne font rien, ce problème revient de manière récurrente. Dans les premières affaires qui ont concerné les personnes transgenres, qui ont été portées devant la Cour européenne des droits de l'homme dès 1986, c'est l'affaire Rees contre le Royaume-Uni, la Cour a constaté la difficulté de cette question, le caractère neuf, le fait que les personnes trans pouvaient quand même bénéficier d'une forme de reconnaissance sociale, à la fois par l'opération, il y avait certains documents qui leur étaient donnés. Elle a dit, bon, compte tenu de la nouveauté de ce problème, des efforts que je vois des autorités du Royaume-Uni, certes, elles ne modifient pas l'acte de naissance, mais il y a quand même une forme de reconnaissance, je ne censure pas le Royaume-Uni. Puis 6 ans plus tard, une affaire française, un système juridique un peu différent, avec un État centralisé bien davantage, où une importance considérable est donnée à l'acte de naissance à partir duquel sont produits tous les titres d'identité, et où il y a une loi la loi du 16-42, oblige vraiment à utiliser le prénom de cet acte de naissance. Là, la Cour va dire, dans ce contexte-ci, je considère que les droits des personnes trans ont été violés. Donc là, c'est intéressant parce que les juges, c'est déjà la deuxième fois qu'ils interviennent sur ce sujet, eux-mêmes sont formés, eux-mêmes voient que les États pourraient faire plus, mais une position assez mesurée en disant, là, pour le cas français spécifiquement, on considère que les États n'ont pas fait assez. Et puis en 2002, l'affaire Goodwin, ça à nouveau le Royaume-Uni. Et là, la Cour constate que, voilà, j'ai rendu une première décision en 86, j'ai constaté que vous avez fait un certain nombre d'efforts, mais évidemment, ce n'était pas suffisant. Je vous ai indiqué en 86 que l'interprétation de la Convention se fait toujours à la lumière des conditions.
actuel. C'est the living tree, la métaphore. Et la Cour dit, ben, là, je constate que depuis 86, vous n'avez rien fait pour tenir compte, pour accommoder les droits des personnes trans. Et donc, cette fois, je vais poser pour le Royaume-Uni, mais en fait pour la totalité des États membres, une obligation de reconnaître à l'état civil le changement de son sexe. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit, finalement, la Cour fait jouer le principe de subsidiarité. Elle donne une chance aux États, et si vraiment les États ne font rien, elle va intervenir. Bien ça, je pense qu'on peut le généraliser au niveau interne. Est-ce qu'il y a des institutions qui ont été saisies? Est-ce qu'il y a un mouvement social, d'associations, par exemple de personnes intersexes, de personnes transgenres, qui sont allées voir les institutions? Est-ce que ces associations peuvent démontrer leur démarche? Est-ce qu'elles peuvent démontrer la carence? Et dans ce cas-là, je crois que le juge, sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre une condamnation de la Cour européenne, il me semble que le juge pourrait ici intervenir en démontrant qu'il y a une carence. J'observe qu'en droit administratif, c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est l'arrêt de Haynes sur le droit de grève. Le pouvoir réglementaire est habilité à intervenir sur une question qui n'aurait pas de sa compétence lorsqu'il y a une carence du pouvoir législatif. Eh bien, si les groupes qui considèrent être des minorités parviennent à démontrer la carence du pouvoir législatif, du pouvoir réglementaire, sur des questions où les institutions ont été autorisées, pourquoi ne leur donnerait-on pas davantage de place, davantage de droits? Donc ça, il me semble que ça peut être un des critères qui peut permettre de tracer la distinction entre le contentieux qui mérite une attention particulière, une protection particulière, et les autres, pour lesquels on n'a pas besoin de règles procédurales spécifiques. Et c'est ce contentieux-là qu'on propose d'appeler contentieux stratégique démocratique, parce qu'il vient pallier une défaillance d'un système majoritaire, et qu'il vient, par la subsidiarité, habiliter le juge à réintervenir pour protéger les intérêts de ce groupe qui forme le groupe. Ici, je peux peut-être juste faire une petite intervention. Donc, quand on parle de contentieux stratégique démocratique, en fait, c'est une double distinction. C'est d'une part ce que Benjamin vient de clarifier avec un contentieux stratégique qui n'a pas d'impact démocratique positif, dans ce sens-là, de répondre à une carence, de venir en fait construire ces revendications-là. Mais c'est aussi par opposition aux procédures bâillons, sur lesquelles on est passé très rapidement, et je pense que la double opposition, elle est très importante pour comprendre que dans les procédures bâillons, c'est pas simplement un contentieux stratégique non démocratique ou adémocratique, on pourrait dire, mais vraiment antidémocratique. Et c'est bordé par ces deux distinctions-là qu'on peut penser à un contentieux stratégique, cette fois, démocratique. Et alors, quel serait le régime juridique? Parce qu'on voit donc que l'Union européenne a décidé que pour justement les contentieux stratégiques antidémocratiques, elle a identifié précisément avec le critère du débat public, de l'atteinte au débat public, on peut s'inspirer de ce qui a été fait dans cette directive sur les procédures bâillons pour faire la même chose pour les contentieux stratégiques. On voit que la Cour propose de travailler notamment sur la question du financement. Le financement de la partie qui subit le contentieux stratégique démocratique. On nous demande dans la directive de réfléchir à mettre en place des procédés par lesquels soit l'État va assurer la défense de la personne qui est bâillonnée, soit va mettre à la charge de la partie adverse. Avant même que le procès ne commence, on va avoir une audience préalable avec des mesures provisoires qui vont mettre à la charge. Également, on travaille sur la question de la recevabilité de ces requêtes, où il s'agirait de déclarer irrecevables des requêtes dont on peut démontrer qu'elles sont motivées avant tout par une volonté de faire taire les individus. Donc la question du financement et de la recevabilité sont intéressantes. Et alors si on transpose ça au contentieux stratégique démocratique, qu'est-ce que ça nous donne? Alors là, il y a une personne qui initie le contentieux, donc il faut trouver des sous. Ce financement, il peut venir, il peut être direct ou indirect. Directement, on peut faciliter ces contentieux en travaillant sur des financements par les tiers. L'Union européenne a produit, le Parlement de l'Union européenne a produit une grosse note sur le financement par des tiers, en disant qu'il faudrait faciliter le financement par des tiers. On peut penser au marché financier, on peut penser au financement participatif. Donc ça peut être un levier intéressant. Parce que ces contentieux stratégiques, ils coûtent cher quand on veut les faire de manière professionnelle. On peut également penser au financement par des fonds de financement. Vous l'avez peut-être vu, l'article 1254 du Code civil sur les actions en responsabilité pour dommages sériels a créé un fonds de financement des actions de groupe. Alors, on attend avec grande impatience le décret. Bercy et Vendôme n'ont pas l'air pressés de le sortir. Un décret qui va donc créer un fonds de financement des actions de groupe avec la grande question, qui va pouvoir candidater? Quels seront les critères qui seront mobilisés pour partager les sous distribués par ce fonds. Donc ça, c'est pour le financement direct. Mais on peut aussi penser au financement indirect. Par exemple, pour faire ces contentieux, il faut des expertises. Qui va financer ces expertises?
le défenseur des droits a proposé, dans le cadre des discussions sur la proposition de loi sur le testing en matière de tests de discrimination, de le faire lui-même, de financer lui-même ces tests. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager que des universités, par exemple, participent à toute cette recherche préalable? On sait que dans les contentieux environnementaux, il y a de la participation d'universités en sous-main. Comment peut-être valoriser cette participation? Je ne sais pas s'il faut parler de décharge d'enseignement, mais permettre que dans les cursus, les collègues qui participent à cela soient valorisés. Donc je pense qu'il y a des leviers aussi sur ce financement un peu indirect, en travaillant sur les outils qui sont indispensables pour remporter ces contentieux stratégiques, ou en tout cas pour qu'ils aient un impact, parce que c'est pas forcément en gagnant un contentieux stratégique qu'on fait vraiment avancer la cause. Grégory l'a bien documenté dans son papier où tu évoquais, Greg, Brown versus Board of Education et toutes les critiques qui avaient suivi sur ce succès de lutte contre la ségrégation aux États-Unis, ou une décision positive qui disait oui, on ne peut pas ségréguer, interdire aux Noirs d'aller dans les écoles des Blancs, avec conduit finalement à la fermeture des écoles publiques. Donc ça peut être un levier, le financement. Un autre levier intéressant, et c'est ce qu'a fait par exemple l'Inde, la Cour suprême indienne a développé à partir des années 70 toute une jurisprudence sur les public interest litigation, où ils ont élargi le critère de l'intérêt à agir pour permettre à des individus qui n'étaient pas directement concernés par la corruption des magistrats, c'est dans ce cadre-là que ça a évolué, à leur permettre de faire presque des actions popularistes, des actions sans avoir un intérêt direct, et elle l'a fait en constatant que si on ne leur permet pas d'agir en justice, personne ne le fera. On retrouve cette idée de la carence. Donc l'intérêt à agir peut être aussi un instrument, élargir les conditions de recevabilité quand on est sur des personnes qui portent des causes qui sont peu visibles dans l'espace public, qui sont sous-représentées. La France a fait déjà plusieurs démarches dans ce sens-là. Vous l'avez peut-être vu la dernière fois que vous avez ouvert le code pénal. Après l'article 2, il y a un nombre de traits d'union 2-1, 2-2, 2-3 pour toutes ces associations qui ont un intérêt à agir pour certaines causes, la lutte contre les femmes, la lutte pour les droits des femmes. Donc ça ne cesse de s'élargir, ces procureurs privés qui sont diversement appréciés par les collègues pénalistes, mais qui me paraissent aller dans une bonne direction s'agissant des contentieux stratégiques démocratiques. À côté de cette question donc, de l'intérêt à agir et du financement, on peut aussi penser à l'office du juge. J'évoquais tout à l'heure, dans les procès Bayon, la question de la recevabilité, de pouvoir déclarer irrecevable des requêtes. Alors, évidemment, on ne veut pas que les contentieux stratégiques soient déclarés irrecevables tout de suite quand ils ont une vocation démocratique. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, je l'ai constaté avec le Conseil d'État, et ça a été bien documenté, on va refuser de discuter le fond. On va essayer de trouver des arguments procéduraux pour ne pas rentrer dans la discussion de fond. Est-ce que la France fait assez en matière de pollution environnementale? Est-ce que les droits de tel groupe sont assez respectés? On va fuir le débat de fond et trouver un prétexte pour dire vous n'avez pas saisi le bon organe, ça n'était pas le bon juge. Regardez par exemple à propos du devoir de vigilance où on s'est demandé si c'était le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire qui était compétent. Donc on ne va pas débattre du fond et on va essayer de gagner du temps, que ce soit les entreprises ou les États qui vont être attaqués, pour fuir le débat de fond. Pourquoi ne pas dire qu'en matière de contentieux stratégique démocratique, il faut toujours répondre à la question de fond. Peut-être que l'affaire sera déclarée in fine irrecevable, qu'il n'y aura donc pas de condamnation, mais il faut quand même répondre à la question de fond. Et ça, de temps en temps, le Conseil d'État le fait. Quand il utilise ces formules en tout état de cause, donc il a des petites formules par lesquelles il dit bon, je ne vais pas me prononcer sur la recevabilité, il y a sans doute une difficulté, mais je vais quand même vous passer un message sur le fond. Parce que je trouve que c'est important de rejeter ou de tuer dans l'œuf toute contestation et de ne pas vous permettre de revenir ensuite avec un... Donc là, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant de dire, pour certains contentieux stratégiques qui seraient qualifiés de démocratiques, le juge a l'obligation, même lorsque le recours est déclaré irrecevable, de se prononcer sur le fond. Donc ça, c'est une idée, je ne l'ai pas vue encore posée dans les textes de loi, mais en revanche, elle correspond à une pratique de certaines juridictions qui n'est pas systématique, qui est que pour les causes qui conviennent à ces juridictions. Mais voilà. Un autre moyen, pour vraiment faire vivre le débat démocratique qu'évoquait Marion dans le cadre de la procédure, c'est de faire participer davantage les associations, la société civile. La Cour suprême bulgare, par exemple, fait ça beaucoup. Encourager la société civile à se mobiliser. La Cour de cassation, dans son rapport Cassation 2030, peut-être certains d'entre vous l'avaient vu, avait justement, dans les évolutions proposées pour renforcer le rôle normatif de la Cour, suggéré que dans certaines affaires, on devrait avoir une invitation plus large de la société civile. Pourquoi pas justement dans les contentieux stratégiques démocratiques?
Donc ça aussi, c'est un des leviers, à mon avis, qui relève de l'office du juge. Puis un autre levier important, c'est la question des expertises. Trop souvent, dans les contentieux que j'ai pu porter devant les juges, en défense des droits des minorités, on amenait des expertises. On amenait des articles scientifiques démontrant que les opérations sur les enfants intersexes avaient un impact négatif, démontrant que, en matière de langage inclusif, utiliser un masculin générique produisait des effets sur le réel, que ce n'était pas juste des mots. Et à chaque fois, on a été frappé par l'indigence de la motivation qui ne daignait même pas opposer une étude ou discuter le point. Et ça, je pense qu'on pourrait exiger des juges ou poser des règles disant, en matière de motivation sur ces contentieux-là, quand vous avez des parties qui amènent des articles publiés dans des revues scientifiques, vous ne pouvez pas juste balayer l'argument sans rien dire en réponse. Il faut quand même rentrer dans la discussion. Évidemment, on ne peut pas le faire sur tous les contentieux. Les juges ne peuvent pas matériellement répondre dans le détail à toutes les argumentations. Mais sur certains contentieux, je me demande s'il n'y aurait pas là un levier. Donc, en tout cas, ça fait partie des idées qu'on propose. Certaines reposent déjà sur des expériences étrangères ou sur des pratiques. C'est une recherche qui se continue, mais il nous semblait déjà important de vous présenter et de vous partager tout cela, que ce soit pour discuter de la qualification de démocratique qu'on essaye d'accoler, que ce soit pour discuter sur les propositions que l'on fait ou que vous pourriez avoir. Vraiment, toute discussion, tout retour est bienvenue sur cette pensée en discussion. Merci pour votre écoute. Merci. Merci.